Salut à tous. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 2 avril 2026 et notre cher ami, notre frère, Alex Kreiner, est avec nous. Bon retour parmi nous, Alex. Salut Nima, ravi de reprendre contact. Et chaleureuses salutations à tous ceux qui regardent ou écoutent. Alex, commençons par ce qui s'est passé hier soir à 21h, heure de l'Est. Donald Trump a annoncé qu'il avait un nouveau message très important. Il devait s'adresser à la nation, et il l'a fait. Mais en réalité, il n'y avait rien de nouveau. C'était en quelque sorte un résumé de ce qu'il dit déjà sur ses réseaux sociaux, toutes ces publications qu'il partage chaque jour. C'était une sorte de combinaison de tout cela. Et l'un des messages qu'il a donné, qui a eu des répercussions en Iran, c'est lorsqu'il a déclaré « Nous allons vous frapper durement, vous ramener à l'âge de pierre ». Et voici ce qu'il a dit. Ce soir, nous sommes en bonne voie d'atteindre très prochainement tous les objectifs militaires de l'Amérique. Nous allons les frapper extrêmement fort au cours des 2 à 3 prochaines semaines. Nous allons les ramener à l'âge de pierre, là où ils appartiennent. En attendant, les discussions se poursuivent. Le changement de régime n'était pas notre objectif. Nous n'avons jamais parlé de changement de régime, mais il a eu lieu parce que tous leurs dirigeants d'origine sont morts. Le nouveau groupe est moins radical et bien plus raisonnable. Oui, voici ce que Pete Hack a dit, reprenant encore une fois les propos de Donald Trump. Retour à l'âge de pierre. Et la réponse de Saïd Majid Mousavi, qui est le chef de la division aérospatiale des gardiens de la révolution iranienne, a été « Ce sont vos soldats que vous menez à la tombe, pas l'Iran, que vous cherchez à ramener à l'âge de pierre. » Les illusions hollywoodiennes ont tellement empoisonné vos esprits qu'avec votre maigre histoire de 250 ans, vous osez menacer une civilisation vieille de plus de 6000 ans. Alex, comment vois-tu la manière dont Donald Trump essaie de menacer l'Iran? Parce qu'il ne s'agit pas seulement de ce qui s'est passé. Tu te souviens de l'atmosphère avant le début de la guerre. L'Iran ne voulait pas de cette guerre. Ils ont tout fait pour ramener un peu de raison, de négociation, d'accord, tu vois. Mais Donald Trump a décidé d'aller vers cette guerre. Et aujourd'hui, il répète la même chose. Ce qui a changé en Iran, c'est que plus personne n'a peur de l'image ou du scénario que Donald Trump essaie de dépeindre. Qu'en penses-tu? Eh bien, il y a 2 volets à cette question, n'est-ce pas? Le premier concerne le contenu du discours de Trump et le second, la crédibilité qu'il a ou qu'il acquiert. En ce qui concerne le contenu de son message, je trouve cela très triste à entendre, car il y a là une certaine vulgarité obscène tout à fait inutile. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de bombarder un pays pour le ramener à l'âge de pierre? Pourquoi? Pourquoi ferait-on cela? Pourquoi même y penser? Qu'est-ce que l'Iran t'a fait? Absolument rien. Donc tu choisis simplement de frapper quelqu'un qui ne t'a pas provoqué, et en le frappant, tu dis en plus que ce sont les pires gens du monde, que nous allons les bombarder jusqu'à les ramener à l'âge de pierre, là où ils appartiennent. Pourquoi les Iraniens appartiendraient-ils à l'âge de pierre? Que veut-il dire par là? Qu'ils sont des Néandertaliens? Qu'ils soient des Cro-Magnons. C'est tellement laid et tellement inutile. Cela n'aboutit à rien. Cela fait appel aux instincts les plus bas, enfin, aux passions les plus basses chez les gens qui le croient, ce qui représente un segment de la population de plus en plus restreint. Et puis, en ce qui concerne sa crédibilité, le pourcentage de personnes qui croient réellement ce que Trump et Hegseth disent diminue chaque jour. Mais ensuite, vous savez, il n'est même pas nécessaire d'être trop abstrait à ce sujet, car il me semble que l'intention de Trump ici est en grande partie d'essayer de redonner confiance au marché.
Les États-Unis sont dans une situation très difficile si les taux d'intérêt continuent d'augmenter. Et ils augmentent. Je pense qu'environ un tiers ou à peu près 30% de la dette du Trésor américain arrive à échéance cette année. Et si le taux d'intérêt, chaque hausse de 1%, ajoute environ 300 milliards de dollars. Every 1% interest rate rise adds about $300 billion au fardeau total du service de la dette des États-Unis. Il me semble donc qu'il essaye de renforcer la confiance des marchés, de maintenir les taux d'intérêt bas, de garder les prix du pétrole bas. Et je pense que c'est tout l'objectif de ces discours, car, comme vous l'avez souligné, il n'a jamais rien dit de nouveau. Mais ensuite, ce qui est intéressant à observer, c'est la réaction des marchés à son discours. Lorsqu'il a commencé à parler, je crois que le prix du pétrole était d'environ 102-103 dollars, si je ne me trompe pas. C'était assez bas, enfin, dans les bas 100. Et puis, pendant qu'il parlait, it was quite low, low 100s. And then as he spoke, the price went up to... Le prix est monté à environ 104 dollars. Eh bien, devinez où il en est ce matin, moins de 24 heures après son discours. Il est proche de 112 dollars le baril. Donc évidemment, les marchés ne le croient pas. Personne ne le croit. Tout son numéro devient de plus en plus contre-productif. Et vous savez, les marchés sont impitoyables. Ils s'en moquent, ils n'ont aucune idéologie. C'est l'action collective de centaines de milliers de participants au marché qui s'en moquent, qui prennent leurs décisions de trading pour leurs propres raisons. Et ils ont clairement rendu leur verdict. Ils n'achètent pas la rhétorique de Trump. Donc, vous savez, je crois que c'était dans votre podcast il y a quelques semaines que j'ai dit que la seule façon pour lui de se sauver serait une thérapie de vérité radicale, c'est-à-dire il pourrait dire, eh bien, vous savez, j'écoutais Kushner, j'écoutais Hegseth et Rubio, et ils m'ont tous donné de très mauvais conseils. Virez-les tous et dites, désolé, cela ne se reproduira plus. Ce serait humiliant, mais ce serait limiter la casse. On est censé limiter la casse quand on a fait une erreur, pas s'entêter comme un joueur. Et il s'entête manifestement comme un joueur. Plus personne n'y croit. Les marchés n'y croient plus. Et donc, à partir de là, on peut voir que les prix du pétrole vont probablement augmenter. Les taux d'intérêt vont probablement augmenter. Et encore une fois, un prix du pétrole à 112 dollars le baril peut sembler élevé. Mais je voudrais rappeler à vos auditeurs qu'il était déjà à 140 dollars en 2008 et à 120 dollars en 2022. Donc 112 dollars, ce n'est pas particulièrement élevé. Cela pourrait monter à 150 dollars. C'est même monté à 200 dollars. Et nous sommes mais Trump veut limiter les growth et 120 in 2022. So 112 is not particularly high. This could go to 150, it could go to 200. We don't know where this could go, but Trump would be well advised to cut his losses, but he won't. Mais il ne le fera pas. Et ce qu'il risque, c'est une catastrophe totale et absolue. Parce qu'une partie de son plan, a-t-il dit, consiste à frapper les réseaux énergétiques en Iran. Et cela pourrait être la répercussion de ce type d'attaque, la manière dont l'Iran réagirait envers les États arabes et Israël. C'est extrêmement dangereux pour les raisons que vous venez de mentionner. Et il semble qu'il va le faire, Alex. Je pense que, dans les 2 à 3 prochaines semaines, nous allons voir Donald Trump intensifier les attaques contre l'Iran et la riposte de l'Iran. Comment voyez-vous cela? Avec le temps qui passe, dans une période aussi courte, pensez-vous que cela atteindra 150 dollars en 3 semaines? Ou bien,
S'il intensifie les attaques et que la riposte arrive, je dirais que beaucoup de ces installations pétrolières et gazières pourraient être touchées par les frappes si les choses évoluent dans cette direction. Je pense qu'il serait impossible de prévoir cela, Nima. Les marchés des matières premières sont relativement petits, comparés par exemple au marché des bons du Trésor, des actions et des devises. Ce sont des marchés énormes. Le pétrole est relativement petit. Toutes les matières premières le sont en comparaison, et elles sont très sensibles aux problèmes de liquidité. On pourrait donc manipuler le prix du pétrole à la baisse, ainsi que celui de l'or, de l'argent et de tout ce qu'il faut faire baisser, en restreignant la liquidité disponible sur les marchés. Le problème, c'est que si l'on fait cela, on provoquera aussi une forte réaction sur les marchés obligataires et boursiers. Donc, le marché boursier baisserait et le marché obligataire baisserait aussi, je veux dire le prix des obligations, et il y aurait alors une hausse correspondante des taux d'intérêt. Ils se sont vraiment mis dans une impasse. Pour éviter que les marchés ne s'effondrent, les actions et les obligations, ils doivent continuer à y injecter de la liquidité, mais cela fait aussi grimper le prix d'autres choses. C'est une marée qui soulève tout. L'or monte, l'argent monte, les denrées alimentaires et les produits agricoles montent, et les prix de l'énergie augmentent aussi. Donc, quoi qu'ils fassent, ce sera mauvais. Whatever they do, it's going to be bad. There's no good outcome. Il n'y a pas de bonne issue. Avant que cette guerre ne commence, j'avais dit que le seul coup gagnant serait simplement d'abandonner Israël et de les laisser se débrouiller seuls, de rester à l'écart. Mais pour une raison quelconque, Trump et ses partisans ont choisi de ne pas le faire. Ils ont choisi de se ranger du côté d'Israël et de mener la guerre d'Israël pour eux. Et maintenant, il va vraiment y avoir un prix à payer. Il n'y a absolument aucune bonne solution. Il n'y a vraiment aucune bonne solution pour eux. En 2012, le ministère britannique de la Défense prévoyait qu'en raison de l'instabilité géopolitique et de la crise énergétique, le prix du pétrole atteindrait $500 le baril. Energy crisis that it would go to $500 a barrel. They said that would happen in 2000. Ils ont dit que cela se produirait en 2040, dans 12 ans, mais nous n'en savons rien. C'est impossible à dire. L'un des problèmes avec toute cette liquidité injectée sur le marché, non seulement depuis le début de la guerre, mais en réalité depuis 2009, c'est que nous avons eu l'assouplissement quantitatif. De plus en plus d'argent a inondé les marchés, et cela a créé une quantité énorme de liquidités dans ce qu'on appelle le système bancaire parallèle. Le système bancaire parallèle est constitué d'institutions financières qui disposent de beaucoup d'argent liquide à investir, mais qui ne peuvent pas le créer comme les banques. Elles ne peuvent pas accorder de prêts à partir de rien. On parle ici de fonds de pension, de fonds spéculatifs, de capital investissement, de compagnies d'assurance, de fondations, d'organismes de bienfaisance, et ainsi de suite. Le montant total d'argent dans le système bancaire parallèle s'élève à environ 220 000 milliards de dollars. Ainsi, s'ils constatent que les prix du pétrole augmentent, s'ils commencent à craindre que les prix de l'énergie montent, si seulement un petit nombre de ces gestionnaires de fonds décident qu'ils veulent une plus grande part de pétrole brut, de gaz naturel ou de métaux comme l'or et l'argent, ils peuvent provoquer une flambée massive de ces prix. Et nous avons vu au cours des 10 dernières années environ qu'un actif après l'autre, dès qu'il prend de l'ampleur, dès qu'il devient populaire, grimpe presque à la verticale. L'un des derniers exemples était l'argent, qui selon moi a pratiquement quadruplé en 4 ans. Il est passé d'une vingtaine de dollars à environ $100 l'once il y a seulement quelques semaines. Et le prix l'or a plus que doublé.
Nous avons vu des choses comme les actions de Nvidia, de Tesla, le Bitcoin et le cobalt. Beaucoup de ces éléments présentent une dynamique en forme de crosse de hockey. Une fois qu'ils commencent à monter, le mouvement a tendance à s'accélérer. Je pense que la raison en est que toute cette liquidité circule dans les marchés, et elle est si énorme que dès qu'un investissement devient populaire, cela provoque une véritable ruée. Donc, si cela se produit avec le pétrole brut, qui sait, peut-être atteindrons-nous $200 cette année, peut-être $500 dans 2 ou 3 ans. C'est impossible à prévoir, mais tout cela était inutile. Cela n'aurait pas dû arriver, et cela finira par coûter des sommes énormes à des personnes qui sont les moins capables de se le permettre. Je pense que ça mettra des milliards de personnes dans le monde en danger de pauvreté et de famine. Alex, tu sais, nous avons reçu le PDG de JP Morgan, Jamie Dimon, et d'une certaine manière, il encourageait Donald Trump à poursuivre cette guerre. Peu importe les conséquences pour le marché. Voici ce qu'il a dit, Alex. Vous savez, les marchés sont imprévisibles et il m'est difficile de vous dire exactement quoi. Mais je pense qu'ils cherchent simplement à savoir s'il y a une chance que quelque chose tourne mal. Maintenant, nous devrions tous espérer que rien ne se passe mal. Nous devrions tous espérer que ces mauvaises personnes soient bien, que nous remportions cette affaire, que nous nettoyions les détroits et que l'Iran ne soit plus une menace pour qui que ce soit. Mais, vous savez, les marchés resteront inquiets tant que ce ne sera pas terminé. Cela dit, je pense que c'est très important. Il est bien plus important que ça soit mené à bien avec succès que de savoir ce que fait le marché. Et cela ressemble à ce que disent les Émirats arabes unis, l'Arabie saoudite et les États du Golfe. Terminez cela correctement. Ils perçoivent l'urgence de la situation. Vraiment? Oui. J'entends certaines personnes dire qu'ils ne représentaient pas une menace imminente. Une menace, c'est quand je te menace. Je pourrais faire quelque chose de mal. Ces gens font des choses mauvaises depuis 47 ans. Ils ont tué des gens, ils ont tué des Américains. Ils ont financé cette terrible attaque du Hamas. Plusieurs Américains ont été tués le 7 octobre. Et ils ont mené des guerres par procuration. Ils ont menacé des gens. Je pense que les gens sont surpris d'apprendre qu'ils possédaient un missile balistique capable d'aller jusqu'à 4800 km. Ce sont de mauvaises personnes. Donc, c'est le PDG de JP Morgan. Comment et pourquoi intervient-il sur des questions géopolitiques? Comment et pourquoi peut-il dire que les Iraniens sont de mauvaises personnes, qu'ils tuent des Américains? Pourquoi les États-Unis ont-ils une vingtaine de bases militaires autour de l'Iran? Pourquoi? Pourquoi sont-elles là? Ce n'est pas le territoire des États-Unis, ce n'est pas leur voisinage. L'explication, c'est que des banques comme JP Morgan ont financé le développement d'actifs énergétiques dans la région d'Asie occidentale, et la vente de ces ressources génère des revenus pour ces banques, car leurs clients, comme BP, Shell, ExxonMobil et Chevron, ont des prêts. JP Morgan a financé leurs opérations en Asie occidentale, et lorsque leurs clients remboursent ces prêts, cela constitue un revenu direct pour elles. Ces prêts sont donc garantis par la richesse en ressources naturelles de la région, utilisée comme garantie. Ainsi, si les Iraniens détruisent les infrastructures pétrolières, les installations, tout le réseau d'expédition, les activités de leurs clients tomberont à zéro et ils ne pourront pas rembourser ces prêts. Si ces prêts ne peuvent pas être remboursés, ils deviennent des créances douteuses, des pertes. La perte de cette garantie, la perte de cette source de revenus, pourrait en réalité provoquer l'effondrement du système bancaire occidental,
car tout le système est très frauduleux. Il est complètement frauduleux. C'est comme une pyramide inversée, reposant sur un segment relativement petit d'argent réel, une bonne garantie. Small segment of money, good collateral, but then on top of that, Mais ensuite, par-dessus tout cela, on ajoute, on hypothèque et on réhypothèque, et on construit cette immense pyramide inversée. Si cet argent, ce bon collatéral, est retiré, toute la pyramide pourrait s'effondrer. La seule façon d'éviter cet effondrement est d'imprimer de l'argent à partir de rien et de garantir tous ces mauvais prêts. Donc, évidemment, du point de vue de JP Morgan et de Jamie Dimon, les Iraniens sont de très mauvaises personnes parce qu'ils pourraient avoir leur mot à dire sur la question de savoir si la richesse en ressources naturelles de la région appartient au peuple de cette région ou à Wall Street ou à la City de Londres. Pour Jamie Dimon, il est clair que cette richesse lui appartient. As far as Jamie Dimon is concerned, obviously it belongs to him. As far as the En ce qui concerne les habitants de la région, cela leur appartient. Maintenant, si vous parvenez à les intimider et à les réduire en soumission, au point qu'ils disent « D'accord, nous serons vos esclaves. Nous travaillerons pour vous, mais vous pouvez prendre la majeure partie de la richesse d'ici. » Alors il dira « Oh, ce sont des gens formidables, ce sont des démocrates, des libéraux, et toutes ces belles choses, vous savez. Ils respectent les droits humains et tout le reste, reconnaissent tous les genres et les pronoms, et ainsi de suite. Mais s'ils disent « Non, c'est notre richesse, nous allons décider de la manière dont elle sera utilisée », alors ils sont évidemment très mauvais et devraient tous être bombardés et détruits jusqu'à revenir à l'âge de pierre. Et c'est, comme Jamie Dimon l'a laissé entendre, il a dit que c'était plus important que les prix, les marchés et toutes ces choses. Parce que sans contrôle politique de la région, on perd l'accès aux garanties. Et si l'on perd l'accès aux garanties, alors tout le système occidental s'effondre. Mais il ne va pas s'effondrer, car ils ont progressivement pris le contrôle total du système financier, surtout depuis la pandémie. Cela signifie donc que la Fed peut imprimer des montants illimités d'argent pour compenser toutes ces pertes et les verser directement aux banques. Autrement dit, ce n'est pas direct parce que ce serait illégal, mais ils ont inventé de petites failles et des exceptions pour qu'au lieu que la Réserve fédérale achète les obligations de ces institutions en difficulté, elle le fasse par l'intermédiaire d'un tiers. En gros, ils ont rendu quelque chose d'illégal légal, à condition de ne pas trop y regarder de près. Mais cela signifie que si vous créez de la monnaie à partir de rien, vous volez le pouvoir d'achat de toute l'économie, de chaque personne qui utilise des dollars pour gagner sa vie, payer ses factures, ses retraites, ses frais d'éducation. En somme, vous diluez le pouvoir d'achat de la monnaie sur laquelle tout le monde compte. The purchasing power of the currency that everybody else depends on. And so over time, what you get is inflation. Et donc, avec le temps, ce que l'on obtient, c'est de l'inflation, ce qui signifie que tout le monde s'appauvrit pour que JP Morgan ne fasse pas faillite. Alors bien sûr, on peut même se demander, pourquoi diable Jamie Dimon passe-t-il à la télévision? Pourquoi est-il sur Fox News? C'est parce que tout le système médiatique est devenu une industrie de relations publiques. Donc si Jamie Dimon doit venir convaincre les gens que la guerre est une bonne chose, que nous devrions la mener plus durement et plus rapidement, eh bien, les médias sont là pour ça. Et personne ne va leur raconter l'histoire que toi et moi discutons ici. Que c'est une idée horrible, injuste, inéquitable, barbare, obscène, vulgaire et déshonorante. C'est très laid. Et peut-être que si tu vis en dehors de cet espace médiatique, tu vois à quel point c'est laid. Si tu es à l'intérieur, tu te dis peut-être « Ah oui, les Iraniens sont les méchants ». Ce sont des gens terribles. C'est vrai, c'est juste. Nous devrions mener cette guerre. Mais nous avons déjà connu cela.
Nous avons déjà tout vu. Saddam Hussein était vraiment, vraiment mauvais et nous avons dû aller le combattre. Et Bachar al-Assad tuait son propre peuple, alors nous avons dû mener cette guerre. Et Muammar Kadhafi était un fou, donc il devait partir. Et Slobodan Milosevic était horrible. Nous avons dû y aller. Les talibans, terribles. Nous devons mener cette guerre. Manuel Noriega, une personne horrible. Salvador Allende était communiste. Il fallait le faire. Ça ne s'arrête jamais. Ça ne s'arrête jamais. Il y a toujours une justification. Chaque histoire est sa propre histoire. Chaque guerre est justifiée d'une manière ou d'une autre. Et il y a toujours une partie des gens qui pensent « D'accord, ils nous ont menti sur toutes ces choses. Mais bon sang, tu sais, quand il s'agit de l'Iran, je suis sûr qu'ils nous disent la vérité. » Alors oui, tu sais, détruisons l'Iran et peut-être que le monde sera en paix. Sauf que non, parce qu'ensuite ce sera la Turquie, puis le Pakistan, puis la Chine, puis de nouveau la Russie, et ainsi de suite. Donc cela ne finira jamais. Cela ne finira jamais tant que les gens ne diront pas « Stop, ça suffit ». Eh bien, les gens ont dit « Stop » et ça suffit, pour être juste. Et le peuple américain vote constamment pour des candidats anti-guerre. Mais à ce stade, nous devrions avoir compris que tout le système est truqué. Le système ne fonctionne pas. Tu votes contre la guerre, tu obtiens plus de guerre. Donc tout le système est cassé. Je suis désolé de le dire, mais s'il y a un côté positif à tout cela, c'est que chaque personne ayant un QI supérieur à la température ambiante devrait comprendre que le système est brisé, qu'il est impossible de s'en sortir par le vote. Alex, ce qui m'étonne vraiment, c'est que ces personnes qui décident en grande partie de ces guerres dont tu viens de parler n'ont aucune compréhension, ni militaire, ni géopolitique, de ce qui se passe réellement. La façon dont ils parlent de la prise du détroit de Formose, ce n'est pas seulement une question du patron de JP Morgan. Nous avons eu Scott Bassett qui disait la même chose. Nous allons reprendre le détroit de Formose, comme si les États-Unis en avaient le contrôle avant le début de la guerre. Tu sais, ce sont en quelque sorte des illusions fantastiques, je dirais. Car il faut comprendre la réalité de la guerre et ce qui se passe réellement sur le champ de bataille entre l'Iran et les États-Unis. C'est bien de cela qu'il s'agit. C'est similaire à ce que nous avons vu en Ukraine. Vous savez, nous avons deux camps qui s'affrontent, l'un d'eux utilisant essentiellement des drones et des missiles. Nous savons que la Russie est une superpuissance en matière de puissance aérienne. Mais regardez la réalité de ce qui se passe en Ukraine. Tout tourne autour des drones et des missiles. Et l'Iran combat de la même manière, principalement avec des drones et des missiles. C'est le nouveau type de guerre du XXe siècle. Les États-Unis, eux, restent au XXe siècle, combattant avec la puissance aérienne, envoyant des avions frapper des cibles et ayant d'une certaine façon le sentiment de gagner. C'est la réalité que les personnes au pouvoir ne prennent pas en compte, celles qui exercent une influence considérable lorsqu'il s'agit de décisions cruciales sur la guerre. Ces banquiers, et même, vous savez, le Premier ministre du Canada, qui est un banquier, eh bien, il ne dit rien contre cette guerre en cours. Ce que vous venez de mentionner est important. Je pense que les banquiers font partie de ce système de guerre sans fin et qu'ils l'alimentent. Ils ne comprennent pas la réalité de la force ou de la puissance militaire, ni la réalité géopolitique de ce nouveau type de guerre, avec de nouvelles armes, de nouvelles mentalités, de nouvelles stratégies. Et pourtant, ce sont eux qui décident de tout. Je suis d'accord avec toi, Nima. Je vais juste apporter une correction. Les banquiers ne font pas partie de cette réalité de guerre perpétuelle. Ce sont eux, les initiateurs, les instigateurs. Tout le système d'incitation qui pousse les pays à faire la guerre découle des institutions bancaires, précisément parce qu'elles veulent contrôler les régions du monde
riches en ressources, et transformer ces ressources en leur propre garantie. C'est très simple. Personne d'autre n'a ce genre d'intérêt, car même les entreprises qui s'y rendent, comme les grandes compagnies pétrolières, Halliburton et KBR, pourraient faire des affaires autrement. Tu sais, elles pourraient simplement acheter ces ressources auprès des producteurs locaux, commercer comme le font tous les autres pays. Trade like every other country does. You have oil in. Vous savez, il y a du pétrole, du diesel et de l'essence au Danemark, en Suisse et au Nigeria. Ces pays n'ont pas de base militaire partout. Ils achètent simplement le pétrole à ceux qui le vendent. La seule raison pour laquelle on a besoin de contrôler politiquement une région, c'est pour s'assurer que la garantie vous revienne, que ce soit vos clients qui obtiennent les prêts pour développer ces ressources, et ensuite garantir ces prêts avec la garantie qui s'y trouve. Ainsi, personne d'autre ne le fait. Et puis, vous savez, les gens ordinaires, ceux qui font les guerres et en paient le prix, ils sont toujours contre la guerre, parce qu'ils comprennent qu'ils n'ont rien à y gagner. Les soldats qui partent se battre là-bas, le mieux qu'ils puissent espérer, c'est simplement de survivre. C'est tout. Il n'y a aucun avantage. On leur demande de se battre, de se sacrifier et de mourir, mais ils n'y gagnent rien. Jamie Dimon, lui, y trouve beaucoup d'intérêt, mais pas les soldats qu'on envoie là-bas pour combattre et mourir. Et tu as raison, le champ de bataille a complètement changé. Toute cette idée selon laquelle on peut envoyer de grands navires de guerre avec des roquettes, des missiles, des bombes et des avions est une illusion. On peut tout faire exploser, mais on ne peut pas contrôler le territoire. Je ne comprends pas comment les gens ne voient pas cela, car l'armée des États-Unis, la plus grande force de combat de l'histoire de la galaxie de la Voie lactée, a essayé de soumettre les talibans en Afghanistan pendant 20 ans, et elle a échoué. Et ils ont aussi essayé de soumettre Ansar Allah au Yémen pendant 10 ans, et ils ont échoué. L'Iran a la taille de l'Europe de l'Ouest, avec 92 millions d'habitants. Ils ont vu l'armée américaine mener ces guerres. Ils savent à quoi ils ont affaire. Ils se préparent à cela depuis plus de 20 ans. C'est le comble de l'illusion de penser qu'on a la moindre chance de vaincre l'Iran. C'est juste tellement, Nima, tellement follement insensé. C'est pourquoi j'ai insisté depuis des semaines, voire des mois, sur ton podcast, en disant que Trump ne ferait jamais ça, parce que c'est tellement stupide que personne ne pourrait être aussi stupide. Mais il semble que je me sois trompé là-dessus. Oui. Je pense que la conséquence de ce qui s'est passé, Alex, pour la région, va être une sorte de changement radical. Et je crois que c'est déjà en train de se produire avec les attaques contre les Américains. Tu as mentionné de nombreuses bases américaines autour de l'Iran. Elles ne sont plus là, car l'Iran en a détruit la plupart. Et on ne voit pas, chez l'administration Trump, le même empressement à retourner dans ces pays. C'est un changement énorme. D'ailleurs, Donald Trump n'a rien dit à ce sujet. Il n'a pas expliqué quelle avait été la réaction. Oui, tu as attaqué l'Iran. Tu as frappé les cibles. Mais quelle a été la réaction de l'Iran? Quelle a été la réponse de l'Iran? Vous voyez, aujourd'hui, Israël était censé couper la tête de la pieuvre. Toute la stratégie consistait à dire « Allez-y, l'Iran est la tête de la pieuvre. L'axe de la résistance en est le corps. Allez là-bas, détruisez la tête de la pieuvre, et tout disparaîtra de la scène. » Mais depuis le début de la guerre, on voit l'axe de la résistance émerger. On voit quelque chose de nouveau se produire dans la région. On constate que le Koweït n'est plus le Koweït d'avant. Bahreïn n'est plus Bahreïn comme avant. L'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis. On perçoit la fragilité de ces monarchies du Golfe Persique. Voilà les conséquences de ce qui s'est passé jusqu'à présent et qui n'ont pas été mentionnées dans le discours de Donald Trump à la nation.
Donald Trump's, address to the nation? Well, yes, of course, because Donald Trump isn't. Eh bien, oui, bien sûr, parce que Donald Trump n'a pas prononcé son discours pour informer les gens de ce qui se passait. Il a fait ce discours pour renforcer la confiance dans son leadership et pour stimuler la confiance des marchés. Et donc, évidemment, il ment sur tout le reste. Il ment sur absolument tout. Et il ne donne que les parties de l'histoire qui le mettent en valeur, en omettant complètement les failles de son récit. Nous nous sommes habitués à ce que ce soit le style de Trump. Et je dois dire qu'au début, je disais toujours, eh bien, n'écoutez pas ce que Trump dit. I was always saying, well, don't listen to what Trump is saying. That's bad for your mental health. Tu sais, c'est mauvais pour ta santé mentale. Regarde simplement ce qu'il fait. Le problème, c'est que maintenant, ce qu'il fait est presque aussi terrible que ce qu'il dit. Et je pense que ça ne se passe bien nulle part. L'histoire est pleine de dirigeants orgueilleux qui pensaient pouvoir créer la réalité par la force, que le monde entier devrait se plier pour leur obéir. Et puis ils ont découvert qu'ils ne le pouvaient pas, surtout avec les marchés. Si tu introduis les marchés dans l'équation, ils sont impitoyables. Ils se moquent complètement de toi, de ton programme, de ton idéologie ou de l'opinion que tu as de ta propre grandeur. About your ideology, about how great you think you are. You had, in Roman times, you had Diocletian. Tu avais, tu sais, à l'époque romaine, Dioclétien, qui pensait pouvoir forcer les marchés à stopper l'inflation. Et donc, tu vois, ils avaient instauré la peine de mort pour les commerçants qui dépassaient les prix fixés par décret. Je pense que des milliers, voire des dizaines de milliers de commerçants ont été exécutés parce qu'ils avaient enfreint les édits sur les prix de Dioclétien. Mais au final, tout cela a échoué et l'inflation a explosé sous son règne. Et, incroyablement, c'est comme si nous n'avions jamais tiré aucune leçon de tout cela. Tu as Trump, au XXIe siècle, aux États-Unis, le pays le plus riche, le plus grand, le plus puissant du monde, qui commet exactement les mêmes erreurs que les empereurs d'autrefois. Et cela va mener exactement au même résultat. Malheureusement pour le reste du monde, je pense qu'il va y avoir beaucoup de souffrance dans le Sud global, bien plus qu'aux États-Unis. Et puis, vous savez, nous allons probablement assister à l'effondrement de l'Union européenne. Nous allons probablement voir l'effondrement de l'OTAN, ce que d'une certaine manière Trump souhaite. Il désire détruire l'OTAN et l'UKOBE, et peut-être que ce sera pour être positif dans cette guerre. Mais en ce qui concerne son leadership, il échoue. As far as his leadership goes, he's failing. Alex, looking at what has happened, I think there is Alex, en regardant ce qui s'est passé, je pense qu'il y a beaucoup à apprendre des deux guerres, en Ukraine et au Moyen-Orient en ce moment. La guerre en Ukraine a commencé parce que l'administration Biden a rejeté les négociations avec la Russie en décembre 2021. La Russie essayait désespérément de dialoguer avec Washington et avec l'OTAN, mais personne ne semblait pressé d'aller dans cette direction, de parler avec la Russie. Ensuite, nous avons vu ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Donald Trump, lorsqu'il a été élu, a dit « Si j'étais président des États-Unis, cela n'aurait jamais pu arriver ». Ce qui, à mon avis, n'est pas vraiment un problème lié au président. C'est un problème lié à l'Empire. L'Empire ne comprend pas, n'apprend pas. La courbe d'apprentissage est si plate parce qu'il a fait la même chose que l'administration Biden. L'Iran a tenté désespérément de dialoguer avec les États-Unis. Et maintenant, cela fait plus d'un mois que cette guerre dure, avec l'Iran qui refuse un cessez-le-feu, la Russie qui refuse un cessez-le-feu. En ce moment, c'est le champ de bataille qui décidera de l'issue de cette guerre. Ce ne sont pas l'Iran et la Russie qui décident de ces guerres, ce sont les États-Unis qui les y contraignent. Et je pense qu'il s'est passé quelque chose en Russie et qu'il se passe quelque chose en Iran. Le peuple dit « Non, ça suffit. Nous n'allons plus accepter cela. »
Oui, parce que la Russie et l'Iran, et c'est également vrai pour d'autres pays comme Cuba, le Venezuela, la Chine et quelques autres, sont perpétuellement harcelés, opprimés et sanctionnés par les puissances occidentales, évidemment dirigées par la Grande-Bretagne et les États-Unis. Une partie de ce harcèlement consiste à les sanctionner financièrement afin qu'ils ne puissent pas commercer avec le reste du monde, laissant leurs économies presque en état d'asphyxie permanente. Et une autre partie a une dimension militaire, consistant à entourer ces pays de bases militaires. Dans le cas de Cuba et du Venezuela, ils ont été soumis à des embargos pratiques, les empêchant même de produire suffisamment d'énergie pour leurs économies. L'Iran a subi des sanctions de pression maximale et est entouré de bases militaires américaines. Les États-Unis ont financé l'organisation terroriste MEK. Cela a dressé les voisins de l'Iran contre lui. Jusqu'à la dernière minute, les Iraniens voulaient résoudre les différends par la négociation. Mais une fois que Trump a choisi de recourir à la force et de faire la guerre à l'Iran, je pense que l'Iran a désormais toutes les raisons du monde d'aller jusqu'au bout et de ne pas permettre un retour au statu quo précédent. Parce que, vous savez, cela ne signifierait que des décennies supplémentaires de harcèlement, de sanctions, d'embargo, d'attentats terroristes, de sabotage, tout cela. Et lorsque la prochaine occasion se présentera de vous faire la guerre, ils recommenceront. Donc maintenant, puisque vous êtes contraints d'aller à la guerre, il est évidemment dans votre intérêt de la mener jusqu'au bout et d'éliminer complètement la menace qui pèse sur votre sécurité nationale. Et il en va de même pour la Russie. La Russie est assiégée depuis des décennies, en réalité, depuis des siècles. Vous savez, chaque fois que les puissances occidentales ont eu l'occasion ou le désir d'envahir la Russie ou de mener des opérations de changement de régime et de révolution de couleur, elles s'y sont essayées. Et selon la manière dont on veut voir les choses, on peut remonter à près de 800 ans, au moment où tout a commencé. C'était avec les croisades. Nous avons appris l'existence des croisades pour la Terre Sainte et on nous les a présentées comme purement religieuses. Mais il y a aussi eu les croisades du Nord, qui ont attaqué les régions correspondant aujourd'hui au territoire russe. Et la motivation sous-jacente a toujours été de piller, de voler, d'asservir et de s'emparer des richesses des pays visés. À certaines époques, cela était même ouvertement assumé. Aujourd'hui, vous savez, on parle des démocraties, de tels dirigeants qui seraient un fou, de tel autre qui serait un fou, qui tue son propre peuple, qui opprime les femmes, et ainsi de suite. Mais au fond, c'est toujours la même chose. Il s'agit du capital, de la richesse. Il s'agit évidemment de réduire la population en esclavage, car toute cette richesse ne va pas s'extraire toute seule. Vous savez, quelqu'un doit faire le travail. Et puis, bien sûr, certains vont protester si je dis réduire le peuple en esclavage, parce qu'ils ne sont pas vraiment esclaves. Nous n'avons pas l'esclavage. Mais vous savez, quand Vladimir Poutine est arrivé au pouvoir en Russie, le salaire moyen y était de $56 par mois. Alors vous savez, on peut dire que c'est une forme d'esclavage, mais c'est vivre avec moins de $2 par jour. C'est une pauvreté extrême. C'est peut-être pire que l'esclavage. That's maybe worse than slavery. Alex, voici ce qu'a dit Lavrov. Tu sais, il a récemment affirmé que le droit international est mort à cause de Donald Trump. Donald Trump se moque du droit international. Il dit bien c'est lui qui définit la politique. Il décide de tout. Il ne se soucie pas du droit international. Et quoi qu'il dise, cela devient le droit international. Mais il a ajouté autre chose, ce qui me semble important dans le contexte de ce dont nous parlons en ce moment.
Nous sommes au milieu d'une reconfiguration de l'ordre mondial qui, espérons-le, conduira à la formation d'un monde multipolaire, stable et équitable. Mais pour l'instant, cette restructuration ressemble davantage à une perturbation dans tous les domaines, et la lutte pour le pouvoir à travers le monde est acharnée. Les politologues en Russie et ailleurs soulignent plusieurs signes qui montrent à quel point la situation actuelle est réellement difficile. Il parle littéralement de la façon dont le monde a changé et continue de changer en ce moment. Et dans ce nouveau monde, Alex, comment vois-tu les États arabes du Golfe Persique se comporter ou réagir? Parce que Netanyahou veut mettre en place une sorte de... Enfin, il a dit qu'il voulait... Bref, il dit en substance, n'utilisez pas ce radar pour Mossoul. Mettons plutôt en place quelque chose allant de l'Arabie saoudite à l'Égypte, pour les tromper, afin de faire d'Israël une partie d'un nouveau type de force contre l'axe de la résistance. Je ne sais pas quel genre d'armée ce serait, ni qui y participerait, et il semble penser que ces dirigeants arabes bénéficieraient d'un certain soutien de leur base, de leur population, ce que je ne crois pas. Mais comment vois-tu l'Asie de l'Ouest évoluer dans cette direction? Nous savons que l'Iran a déjà choisi sa voie. Comment vois-tu les États arabes? Eh bien, il est évident que les États arabes sont extrêmement faibles et vulnérables. Je pense que ces idées de détourner le pétrole par des oléoducs allant jusqu'à Haïfa, en Israël, relèvent simplement du vœu pieux fondé sur des illusions. C'est une fantaisie, parce que si c'était une si bonne idée, pourquoi ne l'ont-ils pas déjà mise en œuvre? Ils ne l'ont pas fait, parce que ce n'est tout simplement pas réalisable. Ce n'est pas faisable, puisqu'il faudrait encore pacifier toutes les populations le long des tracés des oléoducs, et il faudrait les maintenir pacifiés en permanence. Israël est trop petit et trop faible, et les États-Unis sont à l'autre bout de la planète pour jouer les gendarmes là-bas. Et il y avait évidemment une prise de conscience dans les cercles militaires américains qu'ils dépendaient entièrement de leurs alliances locales pour maintenir une quelconque hégémonie dans cette région. Ils comptaient aussi sur la projection de leur puissance. Mais vous savez, il y a 30 ans, avec vos groupes aéronavals et vos missiles Tomahawk à guidage de précision, vous pouviez projeter efficacement votre puissance. Aujourd'hui, plus personne n'est impressionné, car non seulement ces armes sont extrêmement coûteuses face à des essaims de drones bon marché, mais elles sont aussi obsolètes et en quantité très limitée. Vous avez donc déjà perdu sur le plan stratégique. S'imaginer que l'on va d'une manière ou d'une autre réorganiser le flux du pétrole pour rendre le détroit d'Ormuz et l'Iran sans importance relève en réalité d'un fantasme visant à se sauver soi-même alors qu'on a déjà perdu. Donc je ne pense pas que cela vaille grand-chose. Sur la question du droit international, je dois dire que je ne sais pas trop quoi en penser, Nima. Parce que les personnes qui parlent du droit international avec une certaine attache sentimentale se réfèrent généralement à un seul document, à savoir la Charte des Nations Unies. Et c'est très bien dans la mesure où cela va. La Charte des Nations Unies est un bon document, peut-être l'un des meilleurs textes juridiques jamais rédigés. Le problème, c'est que les puissances dominantes du monde ont toujours utilisé ce cadre de manière un peu transactionnelle. Vous voyez. S'il leur était opportun de respecter le droit international, alors ils le faisaient. Mais la plupart du temps, il leur était plus opportun de forcer les autres à respecter le droit international. Et eux ne le faisaient jamais. Ou, vous savez, peut-être qu'aujourd'hui ils le font, mais demain ils se retireront de tous leurs engagements et changeront tout. Donc, le droit international est mort aujourd'hui,
Mais il n'est pas mort avec cette guerre contre l'Iran. Il est pratiquement mort depuis le début. Le problème, c'est que lorsque tout le monde reconnaît que le droit international est mort, chacun commence à prendre son avenir en main. Et ils se disent « Oh, eh bien, je suppose que nous avons besoin d'armes nucléaires parce que c'est la seule façon d'être laissé tranquille. » On peut le déplorer. Mais qui a créé cette réalité? Tu sais, si tu attaques et bombardes tous les pays qui n'ont pas d'armes nucléaires, alors tu pousses chaque pays à se dire « Nous avons besoin d'armes nucléaires ». Et donc, les conséquences de cela retombent entièrement sur les États-Unis, la Grande-Bretagne, Israël et toutes ces puissances mondialistes occidentales. Je ne sais pas s'il sera possible d'inverser ces tendances. Je pense que la seule alternative en matière de sécurité, enfin, d'un point de vue militaire, ce sont les missiles hypersoniques. Mais jusqu'à présent, je crois que seuls 3 pays disposent de missiles hypersoniques, ou peut-être 4. L'Iran, le Yémen, la Chine et la Russie. Et l'autre option serait peut-être de rejoindre l'Organisation de coopération de Shanghai, qui se trouve sur le continent eurasien et qui est une solution praticable. Si vous êtes dans le Sud global ou en Amérique du Sud, ce n'est probablement pas praticable. C'est donc une situation complexe. Mais d'un autre côté, je pense que cette situation complexe obligera les dirigeants de nombreux pays à trouver des solutions constructives, à engager un dialogue constructif avec leurs voisins, avec d'autres pays de la région, et, espérons-le, à parvenir à une forme d'arrangement pacifique, peut-être sur le modèle du traité de Westphalie. Je ne sais pas. Mais il est clair que cela ne sera pas obtenu en se soumettant à l'hégémonie des États-Unis, de la Grande-Bretagne et de la France. Penses-tu que le ton change en Europe après avoir vu comment les bases américaines ont été détruites au Moyen-Orient? Parce que nous avions le chef de l'armée israélienne en Allemagne. ADF in Germany. Yeah. ADF, Alternative for Deutschland. Oui, l'AfD, tu sais, Alternative für Deutschland. Elle parlait du fait que les États-Unis devraient retirer leurs troupes d'Allemagne. Tu sais, depuis la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis sont là. Et à chaque fois, ils disaient « Nous sommes ici pour protéger ». Mais je ne pense plus que quelqu'un soit assez naïf pour croire que la présence américaine dans leur pays pourrait les aider ou les protéger. C'est quelque chose de nouveau, mais c'est le résultat de ce qui s'est passé au Moyen-Orient. Comment voyez-vous ces changements se produire? Jusqu'à présent, nous avons vu le président de l'Espagne dire non à Donald Trump, affirmant que peu importe si vous voulez nous sanctionner ou nous imposer des tarifs, cela n'a pas d'importance. On voit l'Italie et la France aller plus ou moins dans cette direction. L'Europe va-t-elle devenir indépendante? Je ne parle pas des dirigeants actuels, mais si l'on regarde les conséquences au Moyen-Orient, les conséquences de la guerre en Ukraine, cela semble mener à une sorte de nouvelle réalité, une nouvelle compréhension de la part de l'opinion publique dans les pays européens. Je pense que l'Europe dans son ensemble, l'Union européenne, devient de plus en plus insignifiante. Et l'OTAN aussi. Oui, l'OTAN aussi. Oui, évidemment, l'OTAN. C'est stupéfiant, absolument stupéfiant, que l'OTAN et l'Union européenne, dans le conflit entre la Hongrie et l'Ukraine, où la Hongrie est membre à la fois de l'OTAN et de l'Union européenne, et l'Ukraine ne l'est pas, lorsque l'Ukraine attaque les lignes d'approvisionnement énergétique de la Hongrie et la coupe du gaz et du pétrole russe, l'OTAN et l'Union européenne, qui devraient sans aucun doute protéger les intérêts de la Hongrie et la défendre contre l'Ukraine, prennent au contraire le parti de l'Ukraine, qui n'est membre ni de l'OTAN ni de l'Union européenne.
Alors, vous savez, pourquoi un pays voudrait-il être membre de cette alliance si celle-ci se retourne contre ses propres membres au profit de non-membres? Cela n'a absolument aucun sens. Je pense que ces structures sont déjà en train de s'effondrer. Elles se désagrègent déjà. Une partie du conflit avec Trump va accélérer ce processus, et je pense que nous devrions nous en réjouir. Ensuite, vous savez, les pays d'Europe devront travailler à faire la paix entre eux. L'Allemagne a aussi un problème très difficile avec son voisinage, parce qu'elle a, vous savez, la Pologne à sa frontière, qui est désormais une puissance régionale très respectable, tant sur le plan économique que militaire. Et une partie de la classe politique polonaise veut clairement provoquer l'Allemagne. Definitely wants to antagonize Germany. Radek Sikorski, who was celebrating the destruction. Eh bien, Radek Sikorski célébrait la destruction des gazoducs Nord Stream. Ensuite, vous savez, l'Allemagne entretient également une relation historiquement très difficile avec la France, une autre grande puissance de son voisinage. Et les relations peuvent aussi être très tendues avec les pays scandinaves, la Suède, la Norvège et le Danemark. En fait, il n'y a qu'une seule puissance dans la région qui pourrait être un partenaire et un ami fiable pour l'Allemagne. Et c'est la Russie. C'est pourquoi il a été si important pour la direction actuelle de l'Allemagne, de l'Union européenne et de l'OTAN de tout faire pour détruire la relation entre l'Allemagne et la Russie et la transformer en quelque chose, vous savez, de mutuellement hostile. In fact, hostile, mutually hostile. But I think that with time, all these things. Mais je pense qu'avec le temps, toutes ces choses devront changer. Et je pense que si l'AfD arrivait au pouvoir en Allemagne, elle chercherait probablement à se rapprocher de la Russie, non seulement pour des questions d'énergie et de gaz naturel, mais aussi pour la sécurité. Et vous savez, dans le long cycle de l'histoire, lorsque l'Allemagne se trouvait dans une situation de crise aiguë, elle se tournait généralement vers la Russie et y trouvait souvent un partenaire disposé. Et je pense qu'une fois cette alliance malheureuse des Verts, vous savez, comment les appelle-t-on déjà? L'alliance du feu tricolore. Ces monstruosités politiques se désintégrera. Et peut-être que si l'AfD forme le prochain gouvernement, je pense que ces relations commenceront à changer. Vous savez, la Russie entretient déjà de bonnes relations avec la Hongrie et avec la Slovaquie, par exemple. Les Russes voulaient rétablir leurs relations avec la Pologne, mais cela a également été détruit. Et je pense que même en Italie et en France, la Russie trouvera en temps voulu des portes ouvertes et des partenaires disposés. Ainsi, chaque pays devra établir ses propres arrangements de sécurité avec les autres puissances régionales et avec ses voisins, sur une base individuelle, en somme. Et donc j'espère que laissées à elles-mêmes, les choses évolueront ainsi, et je serai très optimiste quant à cette perspective. Mais je pense que nous avons ces puissances mondialistes qui essaient activement de détruire tout cela, qui tentent d'empêcher l'AfD d'arriver au pouvoir en Allemagne, d'empêcher le Rassemblement national de former un gouvernement en France, et qui soutiennent délibérément ceux qui, en Pologne, veulent provoquer la Russie et l'Allemagne, maintenant le continent au bord de la déstabilisation. Et puis, il y a des problèmes dans les Balkans. Même chose, nous verrons bien ce qui se passera à Nîmes. C'est très très difficile à prévoir. Il est clair que les gens ne veulent pas de guerre. Ils ne veulent pas faire la guerre contre la Russie. Ils ne veulent pas se faire la guerre entre eux. Mais malheureusement, l'histoire nous enseigne que souvent, de très très petits cercles de pouvoir peuvent déclencher des guerres mondiales. Je veux dire, nous parlons littéralement d'une poignée de personnes qui détiennent tellement de pouvoir et d'influence qu'elles peuvent provoquer la Première et la Seconde Guerre mondiale et orchestrer la révolution bolchevique en Russie. Donc, j'ai bon espoir que grâce au fait que nous ayons aujourd'hui Internet,
que nous ayons les réseaux sociaux, que le niveau du débat soit bien plus sophistiqué, plus nuancé et plus élevé, la paix puisse être défendue et prévaloir. Mais on voit bien qu'à présent, ils essaient de former une coalition pour faire tomber X complètement, pour le rendre indisponible en Europe. Et je ne sais pas s'ils réussiront dans cette entreprise, mais ils essayent d'empêcher le débat ouvert. Ils essaient de revenir à l'époque où nous dépendions des journaux, de la radio et de la télévision, ce qui leur permettait de contrôler facilement le récit. S'ils parviennent à reprendre le contrôle de ce récit, ils pourraient bien nous pousser à nouveau vers la guerre, tu sais, une guerre mondiale sur le continent européen, comme il y a 80 ans. Voilà le danger. Nous verrons bien ce qui se passera. Mais je pense qu'en attendant, tout le monde, absolument tout le monde, doit se lever et défendre la liberté d'expression. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Si nous perdons le combat pour la vérité, nous perdons la lutte pour la liberté. Alex, avant de conclure, je pense que beaucoup d'entre nous devraient se souvenir du rôle de l'un des acteurs les plus importants dans toute cette affaire. Ce que nous voyons en ce moment est le résultat d'une politique ratée de sa part. Qui est-il? Voici ce que Benjamin Netanyahou a dit il y a très, très longtemps. La politique était la même et le résultat était d'une certaine manière bénéfique pour nous tous, partout dans le monde. Voici ce qu'il a dit. Armant de manière systématique la plupart des groupes terroristes qui opèrent contre l'Occident. Ils les ont formés sur leur propre sol et dans des pays alignés sur l'Union soviétique. Ils leur ont fourni de l'argent, des valises diplomatiques, des refuges sûrs, et ainsi de suite. Si l'on retirait l'Union soviétique et son principal intermédiaire, l'OLP, le terrorisme international s'effondrerait. Il cesserait d'être aussi menaçant. À ce jour, il est toujours le même. Et c'est incroyable à quel point l'Empire l'adore, tu sais. Oui, oui. Eh bien, Empire Nima semble être une secte satanique de la mort. Et bien sûr, il l'adore. Je ne sais pas ce qui s'est passé avec Trump, mais certaines personnes disent qu'il a toujours été comme ça, qu'il s'est simplement révélé, qu'il nous trompait jusqu'au 28 février. Mais un ami à moi a fait remarquer quelque chose de très intéressant que j'aimerais approfondir. Il a dit, « Tu sais, on dirait que tout a commencé à se dégrader à partir du moment où Jared Kushner est apparu sur la scène. Pour une raison quelconque, Kushner était présent et actif dans la première administration de Trump, puis il a disparu. Il semblait que Trump s'était éloigné de lui, et pendant presque toute la première année de sa nouvelle administration, Jared Kushner était introuvable. Il ne faisait pas partie du gouvernement. Souviens-toi, Steve Witkoff menait toutes ses négociations et ses voyages tout seul, sans Kushner. Et puis soudain, Kushner réapparaît. Il est partout, pratiquement aux commandes de tout. Et presque immédiatement, il y a eu cette attaque à Valdai, ce qui était très étrange. Mais c'est arrivé, et c'est arrivé avec des armes américaines. Donc maintenant, il y a deux très mauvaises possibilités. La première, c'est que Trump était impliqué, et la seconde, c'est qu'il ne l'était pas. Ce qui est encore pire, car cela implique qu'il ne contrôle pas son administration. Cela signifierait qu'il y a des éléments incontrôlés dans son administration qui font ce qu'ils veulent. Assassiner des personnes avec lesquelles il négocie et fomenter des guerres, tandis que Trump est complètement dépassé et incapable de maîtriser la situation. Les deux possibilités sont très mauvaises, et dans les deux cas, Trump en porte la responsabilité. Quoi qu'il en soit, cela ne l'excuse en rien.
Mais ensuite, il faut examiner le rôle et le parcours potentiel de Jared Kushner, qui il est. Et il s'avère qu'il est très très proche de Netanyahou. Autrement dit, il fréquente les mêmes cercles que Netanyahou. Cela nous ramène donc à cette secte de la mort satanique qui semble être aux commandes. Et il semble que ce soit les mêmes cercles dont provenait Jeffrey Epstein. Et aujourd'hui, nous savons qui était l'employeur de Jeffrey Epstein. Vous savez, parce que, d'accord, il y a le tueur à gages, mais il faut aussi tenir compte de celui qui le paye, n'est-ce pas? Celui qui ordonne les guerres, les assassinats et toutes ces choses. Et il semble que tout cela vienne de la même source. Vous savez, ces familles de banquiers qui se font photographier devant des tableaux représentant Satan rassemblant ses troupes. Vous voyez de quoi je parle? Tout semble venir de là, y compris la planification des pandémies par Bill Gates, la crise climatique, les confinements, la crise énergétique, l'attaque contre les agriculteurs, l'ingénierie d'une famine mondiale qui pourrait survenir d'ici 1 an ou 1 an et demi, et qui pourrait coûter la vie à des milliards de personnes, et ainsi de suite. Il me semble donc que Trump leur a essentiellement cédé. Ou, comme certains le disent, non, il a toujours été de leur côté. Il a toujours fait partie de tout cela. Peut-être, peut-être. Qui sait? Quoi qu'il en soit, la bonne nouvelle, c'est qu'aujourd'hui nous savons qui est l'ennemi. Nous n'avons plus à nous poser la question. Yeah. Thank you so much. Merci beaucoup, Alex. Merci de m'avoir invité. À la prochaine. Et à bientôt. Au revoir. Bye. Bye.